Bonjour tout le monde et merci d'être ici aujourd'hui. Bonjour à tous nos participants en ligne également. Donc, c'est un plaisir de vous accueillir cet après-midi pour cette conférence magistrale, notre série de conférences magistrales. C'est notre deuxième de l'année, notre deuxième conférence magistrale de l'année. C'est une série qu'on a inaugurée, je le répète, depuis plusieurs années. Donc, l'idée, c'est d'avoir l'occasion d'écouter, de savoir ce que font nos professeurs parmi les plus chevronnés dans divers domaines. Et aujourd'hui, nous aurons l'occasion d'accueillir l'une de ces professeurs qui est spécialisée en biostatistique, en mathématiques appliquées à la santé, donc qui exerce un leadership dans ces domaines au niveau de l'école et à l'échelle internationale. Donc, c'est un plaisir de l'accueillir aujourd'hui. C'est Bouchra Nasri, qui est professeur au département de médecine sociale et préventive. Avant de lui laisser la parole, je vais passer le micro au directeur du département donc pour qu'il puisse la présenter un peu plus amplement. Brine à toi. Je pense que la chose à garder en tête avec Bouchra, c'est quelqu'un qui travaille à mi-chemin entre différents domaines et disciplines. Donc, c'est un biostatisticien qui travaille sur la théorique et l'appliqué, et c'est sa force parce que l'applique ça a une diversité de contextes en santé publique. Elle n'est pas liée à un secteur, à une façon de faire. Donc, la force, c'est cette maillage, cette interdisciplinarité dans son façon de faire. Moi, je ne vais pas aller plus loin que ça parce que des fois, je ne comprends rien de ce qu'elle fait parce que je n'ai pas cette mentalité de mathématicienne. Mais sa force, c'est d'être capable de rendre ça accessible même à des gens comme moi qui ne comprennent rien. Donc, avec ça, bouge-là. Yeah. OK. Ben, merci beaucoup pour la présentation. J'espère que ça va être accessible aujourd'hui parce que si ça ne l'est pas, ben, je vais pas. C'est pas la même chose que la présentation, mais je remercie tout le monde qui sont là aujourd'hui. Je vois qu'il y a plus que 70 participants en ligne, puis il y a de nombreuses personnes ici à la salle qui se sont déplacées, même en dehors de Montréal. Et puis j'aimerais remercier la présence de mon co-superviseur de doctorat aujourd'hui, Taoufik Bouzmani, qui m'a appris beaucoup des concepts que je vais présenter aujourd'hui. J'aimerais aussi remercier les autres participants, notamment Karim de l'UQAM, Sophie de Lille qui est en voyage ici pour 6 mois, et Miss Fui qui est venue de Trois-Rivières pour la présentation. J'espère que ça ne va pas être décevant pour vous de vous déplacer de d'autres villes pour cette présentation-là. Et donc, et je remercie aussi la présence de plusieurs statisticiens qui sont en ligne, notamment mon mari qui me supporte de Zoom. Et donc, aujourd'hui, je vais parler du concept de la dépendance statistique et je vais vous donner euh, quelques applications en santé, comment ces méthodes qui sont à la fois parfois simples et parfois complexes, comment on peut les appliquer à différents contextes en santé. Donc, je vais commencer par vous raconter une petite histoire que probablement la plupart d'entre vous connaissent ces méthodes qui sont très basiques, puis après, on va cheminer vers le complexe. Si vous voyez des slides ou des diapositives là où il y a beaucoup de formules, regardez-moi à la place si vous n'aimez pas les formules. Euh, Est-ce que... OK, je peux utiliser ça. Donc, étant donné que je parle aujourd'hui de la dépendance, donc la dépendance, c'est quoi? C'est un lien entre deux variables ou un lien entre deux observations, des choses qu'on observe, qu'on met ensemble et qu'on veut regarder ce lien. Comment y caractériser ce lien? Comment on peut, euh, comment on peut modéliser ce lien pour avoir plus d'informations? Donc, le premier concept pour ces liens,
On peut le voir dans le tableau de contingence ou le tableau de fréquence, qui est la première chose qu'on va rencontrer dans un cours d'épidémiologie de base. Et donc, ce tableau de fréquence va nous donner une idée sur ce qu'on appelle le rapport de cote, qui est une des mesures en statistique qu'on utilise pour caractériser l'information qui existe dans ce tableau. Et si je vous donne un exemple, vacciné, non vacciné, malade versus non malade, puis on a des fréquences à l'intérieur de ce tableau-là, puis à partir de ces fréquences-là, on peut caractériser le rapport des cotes ou le odds ratio qu'on entend souvent parler. Et là, si on veut faire le lien de ce rapport de cotes avec un concept facile qui est la régression, ben on peut aller imaginer la régression logistique. Donc, on a une variable binaire dans l'outcome, on a une covariable binaire et on peut retrouver ce rapport de cotes à partir de la régression linéaire pour deux variables binaires. La variable y et notre variable x qui est la variable explicative. Et on peut retracer ce rapport de cotes et aller chercher ce qu'on appelle l'exponentielle de ce bêta qu'on peut retrouver magiquement dans une équation de régression simple comme vous le voyez ici. Ou on peut aller plus loin. Là, on a des variables binaires, mais on peut aussi aller chercher plus d'informations. On a des variables continues avec des variables binaires ou plusieurs variables continues, etc. On peut écrire une fonction de régression comme vous le voyez ici. Et puis, cette fonction de régression va dépendre de certains paramètres que ces paramètres-là vont caractériser la dépendance comme on le voit ici dans le bêta et en lien avec le coefficient de corrélation qui va nous expliquer le lien entre notre Y et X. Et là, on voit cette figure-là qui représente ce lien avec cette droite de régression qui va nous donner de l'information centralisée autour de cette dépendance ou autour de ces données-là. Et là, ça, c'est l'exemple le plus facile qu'on retrouve dans la littérature. On a une équation, deux variables, et on veut tracer comment ce lien se caractérise en moyenne par rapport aux valeurs de notre covariable ou variable explicative. Mais on peut aller encore plus loin et voir la corrélation dans son ensemble général, comme on peut voir les données corrélées dans le temps. On est dans les devis longitudinales, donc on regarde les observations par sujet, par pas de temps, par exemple, ou on est carrément dans un contexte sériel, là où les données se caractérisent avec une dépendance dans le temps qui est plus large que des mesures répétées. On peut aussi voir des données corrélées, mais plus dans l'espace. Donc, on a un site ici, par exemple, la ville de Montréal, la ville de Trois-Rivières, de Sherbrooke, comment les cas de COVID se propagent dans ces villes-là et comment cette dépendance va nous aider à améliorer nos prédictions dans le futur. Donc, je vais vous donner quelques exemples de ces structures dépendance. Comme on est dans le longitudinal, on a une réponse, on a des sujets, on veut mesurer certaines valeurs par pas de temps. Et là, ici, on a M pas de temps. Et là, ces mesures-là, par exemple, on prend la moyenne par pas de temps. On peut voir la dépendance dans ces valeurs-là par sujet, en caractérisant, par exemple, la matrice de covariance, qui est une des bases des mesures répétées. Ça peut être, cette covariance, elle peut être uniforme partout dans le temps. Je veux dire, moi, mes mesures par pas de temps, ils vont avoir la même dépendance. Comme je peux dire, moi, mes mesures, le plus que j'avance dans le temps, le plus que je perds cette dépendance-là. Par exemple, si je mesure, mettons, le taux de quelque chose aujourd'hui, puis je le mesure chaque semaine, je peux dire, moi, à partir d'une certaine semaine, cette dépendance va perdre de mémoire. Ça ne va pas être la même chose. Et dans ce cas-là, je suis dans un modèle autorégressif et je peux caractériser aussi cette dépendance par ce perte de mémoire dans le temps.
Et donc, tout ça, on le voit dans nos cours de base en statistique. Et là, je peux aussi caractériser cette dépendance un peu plus loin d'une façon sérielle. Donc, j'ai les cas de COVID chaque jour. Et puis, moi, ce que j'aimerais vraiment savoir, c'est est-ce que l'observation d'aujourd'hui dépend de l'observation de demain. Donc, dans un cas, par exemple, en surveillance, c'est sûr que ça va être le cas. Si j'ai une augmentation de COVID, de cas, ben, ça va se poursuivre pour quelques pas de temps. C'est la même chose, par exemple, pour la température. Ben, si la température aujourd'hui est 40, ben, demain, ça ne va pas faire moins 40. Il y aura toujours cet aspect de dépendance dans le temps. Donc, nous, caractériser cette dépendance, ça va nous amener à établir un modèle qui va nous permettre de faire des prédictions dans le temps ou dans l'espace ou autre chose. On peut aussi le voir dans l'espace et comme je l'ai dit, ben, on a des incidences ou des cas de COVID par ville ou par comté ou par haute unité d'espace. Et là, on peut voir comment la circulation de ces cas va influencer cette dépendance-là et va nous permettre aussi à améliorer nos prédictions parce que tenir compte des voisins va aussi améliorer nos prédictions, pas juste dans l'espace, mais aussi dans le voisinage. Donc, tous ces cas de dépendance, c'est des cas usuels, puis qu'on peut aussi ramener tous ensemble. Ça fait une base de la dépendance ou d'un concept qui s'appelle tout simplement la corrélation. On voit la corrélation différemment. Ça peut être dans l'espace, ça peut être dans un coefficient de régression, puis ça peut être dans une matrice qui lie plusieurs observations dans le temps ou plusieurs mesures dans le temps. Mais à la base, c'est le même concept et ça démarre d'un concept qui s'appelle le coefficient de corrélation qu'on est dans un cadre linéaire. Ça va toujours? Et donc, puisque j'ai parlé de la corrélation, ben, la corrélation est quand même le concept le plus basique. Quand on dit corrélation, on dit quoi? On dit aussi une relation très simple, une relation linéaire entre les variables. Mais cette relation, on peut aussi la généraliser. On peut aussi la rendre encore plus complexe parce que c'est pas toutes les variables ont ce lien linéaire entre elles. Le lien peut être plus complexe qu'un lien linéaire et donc on peut la mettre d'une façon plus générale, ce que je démontre ici par un f. Donc, si cette f est inconnue, si elle est linéaire, on peut écrire le modèle d'une façon linéaire, comme je vous ai montré auparavant, mais si elle est inconnue, on devrait aller l'estimer ou l'approximer. Donc, il y a plusieurs façons de faire cet exercice-là. On peut procéder avec des méthodes à noyau. Puis il y a des experts ici pour les méthodes à noyau. Il y a des splines. Par exemple, moi, si je vois que mes observations vont monter et descendre, ben, je peux prendre une spline, une fonction par morceau, puis je caractérise le premier morceau, puis le deuxième morceau avec une fonction linéaire. Mais ça, c'est une fonction composée. C'est pour ça qu'on l'appelle une fonction par morceau. Ça peut être une quadratique, puis après une linéaire, etc. Donc, on peut caractériser cette dépendance de différentes façons. Ou on peut faire ce qu'on appelle les réseaux neurones. Et là, on a une décomposition avec plusieurs couches, etc. Puis on peut caractériser cette dépendance-là. Et donc, puisque les réseaux neurones et l'intelligence artificielle est dans la mode, je me suis dit, ben, je ne vais pas me concentrer sur les spleens que probablement beaucoup d'étudiants ici les connaissent déjà, mais je vais probablement vous dire c'est quoi un réseau neurone dans sa conception basique. Ben, le réseau neurone est formé de ce qu'on appelle des perceptrons qui lient mes variables ou mes variables explicatives avec certaines fonctions que je nomme ici PJ. Et cette fonction H qui lie
mes covariables, je peux les choisir moi-même. Il y a beaucoup de structures, de fonctions que je peux choisir au préalable, mais il y en a certains qui sont beaucoup plus utilisés dans la littérature que d'autres. Et donc, si je prends trois variables explicatives que je nomme ici x1, x2, x3, et puis j'ai une variable d'intérêt qui est mon y, ben, je peux voir que la relation entre mon y et mes x, elle est aussi liée avec ces couches cachées. Et puis dans chaque couche cachée, je peux estimer ce perceptron et les mettre tous ensemble d'une façon linéaire par la suite. Donc, ça me donne une complexité qui va me donner une relation non linéaire. Par exemple, si je prends ces trois covariables avec cette structure que je vous montre ici, ben, j'aurai à peu près 26 paramètres à estimer. Donc, c'est quand même beaucoup de paramètres à estimer par rapport à un modèle linéaire simple, parce que dans un modèle linéaire simple, j'aurai tout simplement, si je prends juste le modèle, pas la variance, ben, je vais juste avoir 4 paramètres à estimer. Donc, c'est quand même complexe. Et quand on dit plusieurs paramètres à estimer, on va aussi dire il nous faut plus de données. Donc, ces réseaux de neurones, on peut aussi les voir dans une grande dimension. Et dans cette grande dimension, on peut aussi voir des modèles qui sont des grands modèles de langage. Il y a le ChatGPT qu'on connaît qui sont basés sur ces modèles-là. Et ces modèles-là, c'est un peu un grand réseau de neurones avec beaucoup de paramètres qui roulent sur des serveurs puissants. Et là, par exemple, ici, je vous présente un des exemples qu'on a fait avec des collaborateurs. C'est des classifications de texte. La classification de texte dans son parallèle, c'est tout simplement une régression logistique parce que bon, on va attribuer à chaque texte un 0 ou un 1. Donc, mon y, qui est ma variable d'intérêt, ça va être des 0 et des 1, tout dépendamment de mon texte, s'il répond à certains objectifs. Dans ce cas-là, les textes, c'était des textes qui étaient tirés des réseaux sociaux, et puis on attribuait 0 si le texte rapportait quelque chose par rapport à un cas de COVID ou non. Ce travail est fait avec mon étudiant au doctorat et plusieurs étudiants ici. Et puis, quand on aura cette série qui sont les cas rapportés de COVID sur les réseaux sociaux, ben, on peut les utiliser avec les cas de COVID qui sont actuels puis qui sont observés par la santé publique. On est capable de faire des prévisions avec ça parce qu'on a déjà une covariable qui va nous permettre d'améliorer les prédictions de notre Y. Donc, nous, ce qu'on faisait dans cet exemple, on cherchait les cas potentiels, pas les cas confirmés, parce que les cas confirmés sont déjà confirmés par la santé publique. Et les cas potentiels, c'est tout simplement les gens qui vont dire oh, je me sens pas bien, je pense aller tester. Je me sens pas bien, j'ai testé COVID, mais j'ai testé, mais je sais pas la réponse. Donc, cette information va nous permettre d'aller voir si, par exemple, la semaine prochaine, il y aura un pic parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont testé ou ils ont senti des symptômes. Et donc, on a fait toutes ces analyses. Et ça, à la base, ça revient tout simplement à une classification. Et quand on dit une classification conditionnelle, parce que les textes, c'est notre condition ou notre variable X, ben, c'est tout simplement la régression logistique à grande dimension. Et là, on a mappé toute cette évolution en fonction des cas potentiels sur Twitter versus les cas de COVID qui étaient rapportés par la santé publique. On voyait une bonne corrélation qui nous permettait vraiment de prédire, de donner des bonnes prédictions. Ici, normalement, il y a une vidéo, mais ça ne marchait pas sur mon PDF. Mais sur la vidéo, on voit cette évolution mensuelle des cas versus les cas potentiels sur Twitter.
Et donc, euh, d'une part, on a des modèles qui sont très peu paramétrisés, donc il y a très peu de paramètres, une relation simple. On a des modèles avec beaucoup de paramètres, des relations complexes. On ne va pas critiquer un ou l'autre parce que chaque modèle, il sert à un contexte. Et je vais toujours rappeler cette citation, tous les modèles sont erronés, certains sont utiles. Donc, il y a toujours un biais, toujours de l'incertitude, etc. Mais bon, certains ils vont être utiles dans certains contextes. Donc, les modèles avec des relations linéaires sont faciles à interpréter. Beaucoup de monde l'utilisent parce que sont aussi faciles à implémenter, nécessitent probablement très peu de données, mais pas nécessairement le bon modèle, des estimations et des prévisions pas nécessairement exactes. Les relations complexes, c'est des méthodes puissantes, des prévisions qui sont fiables, mais nécessitent beaucoup de données, des algorithmes complexes. Et qui dit des algorithmes complexes, il dit aussi une puissance computationnelle à développer, des algorithmes à optimiser et plein d'autres choses à régler, des algorithmes qui peuvent arrêter, il faut redémarrer parce que, bon, il y a beaucoup de troubleshooting dans ces algorithmes-là, mais ils sont utiles et sont puissants. Par exemple, nous, dans le contexte des classifications des textes, ben, la puissance de prédiction était autour de 95%. C'était très élevé. Donc, les algorithmes étaient vraiment très puissants et arrivaient à détecter les cas puissants dans les textes étudiés. Mais entre ces deux mondes-là, il y a certainement des alternatives. Qu'est-ce qu'on pourrait faire qui pourrait être puissant, nécessite peut-être moins de paramètres, mais probablement ça ne fonctionnerait pas dans de très grandes dimensions, mais ça pourrait aussi fonctionner dans un contexte là où on a beaucoup de données, mais c'est puissant. Je vais là commencer la deuxième partie de ma présentation. Et là, regardez-moi. Et là, les alternatives, et là, je vais commencer, puisqu'il y en a beaucoup d'experts en copule dans la salle. On commence les modèles de copule, qui est un compromis qui va garantir autant de donner un modèle plus robuste, moins de complexité, moins de paramètres, et c'est facile à utiliser. Et je vais vous dire pourquoi. La magie des copules réside dans ce théorème-là qui dit que si j'ai P plus 1 variable, donc si j'ai P variable explicative et 1 variable d'intérêt, par exemple, je peux caractériser la dépendance entre ces variables-là en utilisant cette fonction C qui est la copule et les marges de chaque variable. Donc, je prends à la fois les caractéristiques de chaque variable que j'ai, plus la dépendance entre ces variables-là. Et pourquoi ça, c'est vraiment important? Parce que si on se rappelle, c'est quoi un modèle de régression à la base? C'est un Y avec une covariable X, une variable d'intérêt avec une covariable X, et je veux ce lien-là. Alors, ce lien-là, je peux le trouver ici avec une fonction C. Donc, c'est parfait. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à déterminer la fonction C. Donc, comme je voulais déterminer la fonction f qui relie mes x avec mon y, maintenant j'ai à déterminer mon C et j'ai à déterminer mes fonctions de marge pour chaque variable. Donc, chaque variable, elle a des caractéristiques spécifiques. Donc, dans la littérature, puis ça s'est très bien établi, puis au Québec, on est les leaders dans les copules. On a développé toute la théorie de base dans ces fonctions-là. Et donc, dans la littérature, comme il existe des fonctions de marge univariées, par exemple, on connaît bien la loi normale, la loi student, gamma, etc., ben, il existe aussi des familles de copules
qui sont des lois multivariées. Et là, on trouve les familles archimédiennes, les familles elliptiques, qui sont une généralisation de la loi normale, de la loi de Student. Et on trouve récemment aussi ce qu'on appelle les copules carrées non centrées. Et ces copules-là, je les ai développées. Mon article est publié en 2020. Et je vais vous donner la différence entre ces familles de copules par la suite. Et donc, comme on sait dans la littérature de la statistique, il y a toujours des tests d'adéquation pour choisir le meilleur modèle. Donc, on peut comparer des familles ensemble, choisir la meilleure famille qui caractérise cette dépendance-là. Et ce qui est intéressant dans ces familles et cette caractérisation de ce théorème-là, c'est que puisque c'est la loi jointe entre les covariables et la variable d'intérêt, on peut toujours calculer la loi conditionnelle. Puis c'est là qu'on cherche, qu'on fait la régression. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'espérance conditionnelle, qui est la moyenne conditionnelle par rapport à ma covariable x. Et cette moyenne conditionnelle, c'est celle-là qu'on voit dans cette droite de régression que j'ai montrée au début. Donc, cette loi conditionnelle, on peut aussi la retrouver avec cette copule-là. Et là, étant donné qu'on a la dépendance d'une façon généralisée avec cette copule-là, on peut calculer la loi conditionnelle. Et cette loi conditionnelle va nous permettre de calculer l'espérance conditionnelle, donc cette droite qui est la moyenne par rapport aux valeurs de x, comme je peux calculer d'autres valeurs, comme la médiane conditionnelle, les quintiles conditionnels. Et ça, c'est beaucoup plus robuste que la moyenne parce que la moyenne, elle peut ne pas représenter l'ensemble des observations dans mon échantillon. Donc, on peut les caractériser avec d'autres valeurs comme les quintiles ou les expectiles. Alors, on a des gens qui sont experts dans ce domaine ici. Et donc, si je prends ma copule et je veux refaire le modèle de régression avec cette copule-là par rapport à un modèle linéaire ou un modèle quadratique, donc on peut observer ici avec, je ne sais pas est-ce que vous voyez bien, mais avec la ligne en noir, on voit l'estimation en utilisant la copule. Avec la ligne rouge, on voit l'estimation linéaire et l'estimation quadratique. Et là, je vous rappelle ici qu'on est dans une dépendance monotone. Donc, elle croît avec les valeurs de x. Et d'un côté, on voit l'espérance conditionnelle qui est la moyenne conditionnelle et d'un autre côté, on voit le quintile conditionnel d'ordre 90%. Et ça en utilisant une famille archimédienne parce que la dépendance monotone peut être caractérisée par ces familles-là. On peut aussi utiliser les familles elliptiques. La dépendance monotone aussi, elle peut être caractérisée par ces familles-là. On peut aussi utiliser les familles qui ont été développées par moi-même, qui sont les familles non centrées. Et là, ça nous permet d'avoir des dépendances plus complexes. Et là, on voit une dépendance qui est un peu stable, décroît, et puis elle croît avec les observations de X. Et ici, j'avais comparé ces estimations avec si je roule un modèle avec des réseaux neurones. Et là, j'avais besoin de 13 paramètres pour arriver à estimer ce qui est en vert ici, ce qui n'est même pas une estimation adéquate de cette dépendance-là. Alors, si j'utilise cette copule que j'avais développée, ben, j'arrivais à déterminer cette dépendance avec la moitié de paramètres. Dans ce cas-là, c'est 7 paramètres qui sont nécessaires pour aller chercher cette dépendance-là.
je ne vais pas dire que ces modèles-là sont parfaits, ils ont aussi des faiblesses et des limites, mais au moins je vous présente ce qui est beau dans mes développements, mais il y a plusieurs limites à ces modèles-là, surtout si on est en grande dimension, ben, il faut des décompositions, etc. Et là, on travaille encore sur l'amélioration de ces modèles-là. Alors, on peut aussi généraliser ces modèles pour pour tout type de régression. On peut aussi imaginer qu'on est dans une structure de données groupées. On est dans le multiniveau, on est dans le longitudinal, et donc on est dans les modèles linéaires mixtes ou les modèles linéaires mixtes généralisés. Et donc, on peut prendre la même philosophie de la régression et puis ajouter un facteur aléatoire, par exemple. Et là, on peut caractériser cette dépendance avec cette formule qui est en bas, qui représente, la dépendance entre mes données et mon facteur. Et puis, cette dépendance est déjà établie. Je ne l'ai pas établie moi-même, mais elle est déjà établie dans la littérature. Elle s'appelle la copule à un facteur. Ça, c'est le cadre général, mais le cadre particulier, c'est la copule à un facteur qui est développé par Joe et Krupski, qui sont mon co-auteur de cet article-là. Et donc, on peut le développer pour les données groupées et ça donne de super bons résultats. Pourquoi? Parce que les modèles linéaires, même s'ils ont des problèmes de convergence des fois, ce qu'on n'observe pas quand on ajoute la copule, et ça, c'était quelque chose qu'on s'est rendu compte avec le temps qu'on faisait les simulations. Certains modèles linéaires mixtes ils n'arrivaient pas à converger ou s'arrêter les calculs. Pourtant, avec la copule, on arrivait toujours à voir les résultats. Et aussi, on peut retrouver le modèle simple linéaire à partir de cette généralisation. On peut démontrer le cas simple qui est le cas linéaire dans notre cas. Et donc, comme je l'ai dit, cette forme de dépense est déjà connue dans la littérature et puis est développée par mon co-auteur de cet article-là. Donc, on généralise pas non seulement la régression linéaire, mais aussi la régression dans le cadre des données groupées. Là, actuellement, on travaille sur un projet, là, on aura plusieurs facteurs aléatoires. Et là, c'est plus de complexité, plus de travail sur le développement de ces modèles-là. Il y a aussi des problèmes qu'il faut régler un peu, la convergence, comment approximer le facteur différemment pour aller chercher plus de vitesse dans le calcul, parce que si on a essayé l'année passée de faire ça avec 1 million de données par groupe, et puis, l'algorithme marchait sans arrêt. Mais là, on essaie de trouver des méthodes d'approximation pour que ça va très vite, qu'on a de très grandes dimensions dans les données, parce que c'est un début de notre réflexion. Et donc ici, on l'a appliqué pour estimer la probabilité d'adhérence à certaines mesures pharmaceutiques en lien avec le score de restriction, le niveau de confiance, la perception de risque dans plusieurs pays. Ici, je vous donne juste deux exemples, les États-Unis versus l'Afrique du Sud. Et là, on remarque que plus les gens ont confiance dans les mesures développées et leur perception de risque est très élevée, plus qu'ils n'ont pas besoin vraiment de mesures de restriction pour adhérer à une mesure pharmaceutique, mais plus que ça s'affaiblit, plus que les mesures de restriction deviennent une incitative à aller pour chercher ces mesures pharmaceutiques comme le vaccin, par exemple, dans ce cas-là. Et là, bien sûr, il y a beaucoup de développement avec ces modèles. On peut aller chercher des applications avec des données non stationnaires, ce qui est le cas, par exemple, si on veut regarder l'évolution de la dengue avec certains facteurs climatiques, là où il y a toujours des problèmes de non-stationnarité parce que il y a un changement
de distribution dans le temps de certaines variables. Par exemple, la température, ce n'est plus le même que le passé, etc. Donc, tout ça est déjà développé dans la littérature. On peut aussi avoir les mêmes structures de dépendance, mais les développer pour des dépendances temporelles. Donc, on a quand les données, par exemple, d'aujourd'hui dépendent des données d'hier, etc., ben, tout ça est développé dans la littérature. Puis, il y a certains développements que j'ai faits avec mes étudiants qui sont ici. Et donc, le dernier segment, puisqu'on parle des copules avec la dépendance, j'aimerais quand même, étant donné qu'on est à l'école de santé publique, vous présenter le test de dépendance avec les copules. Parce que tout le monde utilise le test de Kidder avec ce beau tableau 2 par 2. Et moi, je déteste le test de Kidder. Donc, je me suis dit, je vais faire une partie pour ce point-là pour inciter les gens à utiliser des tests peut-être un peu plus robustes et arrêter de discrétiser les variables toujours pour arriver à ce tableau 2 par 2, s'il vous plaît. Et donc, j'aimerais vous dire que ce tableau ou cette statistique qu'on calcule, on peut aussi la retrouver avec ce qu'on appelle, parce que nous, ce qu'on cherche, c'est on a les fréquences, on a les totaux, puis après on calcule une certaine statistique. Ben, croyez-moi qu'on peut retrouver cette statistique avec une notion qui est aussi dérivée de cette notion de dépendance par les copules, mais à partir de la copule multilinéaire, que c'est pas malheureusement moi qui a fait cette copule-là. Mes co-auteurs et mes mentors, c'est eux qui ont trouvé ce test-là que j'admire beaucoup parce que j'adore leurs 2 articles. Et là, on peut caractériser ces fréquences-là et on peut retrouver le test d'indépendance de qui d'eux en utilisant cette copule ou cette mesure qui est beaucoup plus robuste. Et ce qui est magique, c'est qu'on n'a même pas besoin de discrétiser les données. On a juste besoin de les utiliser comme ils sont et puis faire le test. Puis on peut même faire le test avec une variable qui est binaire, par exemple, et une variable qui est continue. On n'a même pas besoin de faire ce tableau. Peu importe, donc on est même dans un cas de variables avec des mélanges de lois. On n'a pas besoin de faire cet exercice de discrétiser un ou discrétiser les deux. Et là, je vous épargne tous ces développements parce qu'ici, on retrouve le test de Kidder à partir de la copule et on peut regarder dans le cas bivarié. Nous, quand on fait des tests, qu'est-ce qu'on cherche? C'est caractériser une distance, ce qu'on voit ici. Je ne sais pas, OK. Une distance ici entre les caractéristiques de mes données et des caractéristiques théoriques. Et plus que cette distance s'éloigne, plus qu'on rejette H0. Donc, c'est ça. Et là, on retrouve le test, mais avec plus de puissance. Je vois certains de mes étudiants qui rigolent. Et donc, parce que je le répète souvent en classe. Et donc, on retrouve une puissance de test qui est excellente. Des fois, même le seuil du test de Kidder est souvent incorrect. Ce n'est pas le cas ici. Donc, ce que je vous demande de faire, c'est vraiment oublier ce test de Kidder, probablement commencer un peu à utiliser ce beau test qui est développé et qui est quand même publié dans une prestigieuse revue en statistique qui est Biometrica. Et là, parce que moi, j'étais fâchée que le test était fait sans moi, je l'ai généralisé pour des séries temporelles. J'ai dit non, vous l'avez fait sans moi, ben moi, je vais faire mon test toute seule. Et là, je l'ai généralisé dans le cas d'une dépendance sérielle.
pour des mélanges de données. Donc, si j'ai de la dépendance dans mes observations d'une façon sérielle, je peux aussi trouver un test d'indépendance. Et ça sert à quoi en surveillance? Et je veux savoir si, par exemple, à quel point mes données d'aujourd'hui vont perdre la mémoire dans le temps. Donc, je n'ai pas besoin de toutes les observations du passé, mais j'ai juste besoin d'une partie des observations qui va m'aider à faire des prévisions. Donc, j'ai développé mon test qui est basé sur ce qu'ils ont fait. Euh, et puis, je l'ai généralisé en grande dimension. Donc, je peux aussi l'utiliser pour des textes. Je peux aussi l'utiliser pour des images. Et je peux regarder la dépendance, par exemple, des images dans le temps. Et vous pouvez trouver tous ces tests-là sont sur R, disponibles, sont ouverts à tout le monde. Vous pouvez télécharger la librairie et puis rouler ces tests-là. Et dans la librairie, vous allez aussi trouver le cas du test de Kido, la généralisation du test de Kido. Et donc, la librairie, je l'ai faite en collaboration avec les auteurs qui m'ont exclu de l'article. Non, j'en rigole. Et donc ici, je l'applique sur l'évolution de l'étendue de glace qui sont des images qu'on observait chaque semaine. Et là, je voulais savoir c'est quand que je perds la dépendance et j'ai remarqué avec le test que je perds la dépendance après 14 semaines. Donc ici, la dépendance entre avril, juillet et octobre, ça se perd dans cette optique-là. Et là, on peut aussi le voir dans les images. Par exemple, ici, le cercle qui est en jaune, ben, il rétrécit avec le temps. Ce n'est plus le même. Donc, cette dépendance, elle va se perdre au cours de 14 lags dans le temps. Et donc, comme conclusion, euh, j'aimerais dire que j'ai fait beaucoup de développement pour ces modèles de dépendance dans ma carrière. Et donc, tous ces développements-là sont disponibles, sont ouverts dans les librairies R que vous pouvez télécharger. Actuellement, je pense qu'il y a au moins 10 librairies qui sont disponibles. Et il y a plus que 100 000 téléchargements pour ces librairies-là. Donc, je vous invite, si vous voulez faire des modèles qui sont robustes, mais qui ne nécessitent pas beaucoup de paramètres, de probablement considérer cette option-là. On a développé aussi ces types de modèles ou ces types d'approches pour des tests de rupture. Donc, c'est comme on a la série, puis on veut voir quand ça se passe quelque chose qui est inhabituel. Donc, on a aussi développé ce type de modèle pour ces tests-là. Et là, on a un développement de ce genre de test, mais pour détecter un changement en ligne. Qu'est-ce que ça veut dire un changement en ligne? Ça veut dire quand ça arrive une observation, on veut savoir est-ce que ça va changer la distribution de ce qui est passé. Et ça, c'est très, très utile dans la surveillance, surtout dans les plateformes d'alerte précoce, là où je peux savoir, mettons, s'il y a une observation d'un cas d'une maladie infectieuse, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis dans un danger potentiel ou je suis dans ce qui était avant, qui est le statu quo? Donc, tous ces développements sont en cours et certains de ces développements, ils vont être implémentés dans 3 capsules qu'on fait actuellement avec certains de mes étudiants dans un projet qui est très excitant, qui est financé par le CRM en collaboration avec la SOFAD. Et ces capsules vont vulgariser les méthodes qu'on fait pour la surveillance, notamment les méthodes spatio-temporelles. Et puis, on va retrouver ces 3 capsules. On travaille très fort pour arriver à un produit qu'on pourrait présenter à tout le monde. Et là, je vous remercie beaucoup pour votre patience et j'espère que Brune va me poser au moins une question. Sinon, l'introduction va pas marcher.
Si vous permettez, on va passer à la période des questions. Donc, ceux qui veulent se déplacer aussi au micro, sinon on aura aussi un micro qu'on pourra vous passer. Merci, Bouchra, pour cette présentation. Et puis, j'ai surtout apprécié la grande autorité avec laquelle vous avez traité de ces questions théoriques et statistiques très, très, très complexes. Et parlant de complexité, en santé publique, on travaille souvent beaucoup avec la complexité, avec des situations où il y a une multiplicité de variables à traiter. Donc, j'aimerais t'entendre sur l'application, l'application de ces techniques, de ces modèles pour quelles sont les limites par rapport aux situations où on a un grand nombre de variables, donc qui multiplient en quelque sorte les paramètres qu'on doit prendre en compte. Et puis, une autre question aussi que j'aurais, c'est, je t'ai pas entendu parler, donc l'idée aussi en termes de confiance, d'intervalle de confiance, est-ce qu'avec ces modèles-là, on arrive aussi à réduire les intervalles de confiance quand on fait les modèles, quand on fait les estimations? J'aimerais aussi t'entendre là-dessus. Oui, je vais commencer probablement par la première question qui est la dimensionnalité des covariables, j'imagine. Ben, oui, ces développements sont aussi faits. Je n'ai pas présenté cette partie-là où on a beaucoup de covariables, c'est quoi la dépendance, mais il y a des décompositions qui existent dans la littérature. Il y a des équipes qui sont dédiées pour ce genre d'exercice, là où on a un très grand nombre de covariables, comment on va prendre ces dépendances-là. On peut la décomposer, on peut la prendre avec des copules à grande dimension, qui sont des familles de copules aussi à facteurs, mais il y a aussi des décompositions qui sont vraiment... j'avais probablement pas le temps d'aller dans cette direction-là parce que c'est pas moi qui a fait ces développements-là. Mais il y a des développements qui sont naturels, qu'on peut la décomposer à partir d'une arbre ou un DAG que je peux décomposer toute la grande famille de répartition en petites familles. Et là, je prends ces familles ensemble dans mon modèle. Mais oui, c'est vraiment très établi dans la littérature. Comme j'ai dit, il y a vraiment des équipes qui ont dédié des dizaines d'années à établir ces modèles-là. La deuxième question sur l'incertitude et l'intervalle de confiance. Oui, on peut reconstruire comme dans la régression linéaire, l'intervalle de confiance. C'est sûr, ici, on va aller chercher plus de robustesse dans la dépendance. Donc, veut pas, si on n'a pas une relation linéaire, bon, ça va aller chercher plus de robustesse. Si on a une relation linéaire, ben, le modèle gaussien ou le modèle normal, qui est la copule gaussienne, va trouver quelque chose de similaire à un modèle linéaire. On peut trouver le cas de base dans ce cas-là, mais c'est sûr que si on a une relation complexe, ben, c'est mieux d'utiliser ces modèles parce que on a moins de paramètres à estimer par rapport à un modèle plus complexe où on devrait estimer la fonction d'une autre façon. Mais c'est sûr que si on a une dimensionnalité comme les images, le traitement de texte et tout ça, moi, je préfère beaucoup les LLM ou d'autres algorithmes parce que c'est beaucoup plus facile pour faire les calculs, même si que ça prend beaucoup de temps, mais ces modèles-là sont vraiment puissants et puis arrivent vraiment à faire des prédictions de façon euh, exacte ou plus proche à la réalité, ce qui est un peu difficile de le faire avec n'importe quel modèle paramétrique, qui est le cas ici, par exemple. Merci Boussra pour cet exposé très pédagogique.
Comment tu gères la dépendance spatiale, en particulier dans les cartes que tu avais montrées tout à l'heure, toujours avec les copules? Ben, dans les cartes, non. Ce qu'on faisait, c'est nous, on est innovatif quand c'est du spatial. On fait ça de notre façon. Ben, on le faisait, c'est comme on prenait les voisins avec les cas et puis on faisait une pondération. Quand on faisait ça vraiment d'une façon très, très, très simple avec un modèle linéaire dans ces cartes-là, parce que c'est ça ce qui est dans avant maths dans le projet parce que c'est un projet pédagogique et donc on ne faisait pas des modèles très complexes, mais c'est un modèle linéaire qui pondère avec les voisins, mais on peut le faire avec la copule. Par exemple, la copule gaussienne, la copule Ki2, c'est des copules qui sont utilisées pour la dépendance spatiale parce qu'on a la matrice de corrélation qu'on peut utiliser dans ce cas-là, mais il y a des belles avancées dans ce sens-là. Il y a Kissy qui est à Trois-Rivières, qui a développé la copule Ki2, qui a cette forme plus complexe que la copule gaussienne, mais oui, on peut le trouver avec la matrice de corrélation dans ce cas-là. J'imagine que, que c'est la réponse. Yeah! Euh, un des défis qu'on a en santé publique, comme dans plein de secteurs, c'est la qualité des données. Donc, je me demande avec ces formules que je dois avouer, j'ai à peine compris, mais je comprends l'idée de l'importance de les liens entre les différentes variables, les différents éléments. Est-ce qu'il y a un moyen dans ces fonctions de prendre compte de la qualité des données? On sait très bien en informatique, garbage in, garbage out. Comment est-ce qu'on mesure ou analyse le force ou le pertinence de certaines données ou certains jeux de données qui sont peut-être moins fiables ou moins robustes comparés à d'autres? Et quand on met ça tout ensemble, on pense à le dépistage COVID, bien, il y avait énormément d'erreurs avec certains tests comparés à d'autres. Ouais. Ajoute à ça tout le reportage que ce que les gens racontent, peut-être qu'ils ont mal lu, ils ne sont pas pris suffisamment de temps. Comment est-ce qu'on deal avec ça, avec ces sortes de fonctions, ou est-ce que c'est possible? Ben, on peut ajuster ces modèles pour des erreurs de mesure et ça, c'est des domaines aussi de développement statistique que je ne couvre pas, mais qu'il y a vraiment des gens qui sont experts là-dedans. Je pense qu'Arim, il a déjà fait quelques articles avec des erreurs de mesure, mais il y a certains groupes qui travaillent vraiment beaucoup sur ces problématiques-là. Sinon, par exemple, moi qui fais beaucoup les prévisions dans la surveillance avec plusieurs type de données, généralement, on fait une combinaison de prédictions pour s'approcher un peu à quelque chose de peut-être fiable. Mais c'est sûr que si on veut regarder chaque série de données, ben, il faut incorporer des erreurs de mesure. Puis ces erreurs de mesure, on peut les incorporer de différentes façons. Il y a les erreurs additives, les erreurs multiplicatives. Mais ça, c'est un champ de recherche vraiment qui peut être imbriqué ici. Et d'ailleurs, il y a des développements en copule avec les erreurs de mesure, mais moi, je ne travaille pas là-dedans, mais j'ai des collègues, par exemple, Gracie, qui est sur ma demande Nova, qui est financée par le FRQNT puis le CRSNG. Eh ben, elle travaille spécifiquement sur les erreurs de mesure. Elle a fait beaucoup, beaucoup de développement, mais ça, il y en a beaucoup de méthodes aussi dans la littérature là-dedans. Oui. Ok, merci beaucoup, Bouchra, pour ton exposé très, très intéressant. En fait, moi, j'ai une question concernant les réseaux de neurones. Oui, Est-ce qu'il y a dans la littérature des travaux qui impliquent les copules dans les oui, réseaux de neurones, peut-être pour améliorer la fonction de décision, tout ça? oui. Merci beaucoup. Il y en a quelques articles, notamment un très bon article que j'avais lu, et Mamadou, il en a travaillé un peu sur ces développements-là. Donc oui, il y en a, et c'est vraiment pertinent. Mais on n'arrivait pas à faire mieux que ce qui était déjà fait. Donc
on a abandonné le projet ou Mamadou il a abandonné le projet. Mais oui, il y en a de très belles choses dans la littérature. Euh, J'ai une question pour vous. Quel créneau de recherche intéressant vous voyez-vous pour les copules en série chronologique? il y en a beaucoup. Les tests d'indépendance entre les séries, différentes séries, mais ça, on l'a déjà fait cet automne, on a soumis l'article. Il y a tous les problèmes computationnels, par exemple. Parce qu'on fait beaucoup de tests avec les tests d'indépendance et tout, et comme tu le sais très bien, c'est des algorithmes qui roulent pendant des jours, des fois. Et là, on essaie de voir comment on pourrait vraiment améliorer, puis pour trouver plus de puissance, mais aussi plus d'efficacité et avoir des résultats un peu plus rapides. Et là, on développe actuellement avec mes collaborateurs certains tests basés sur la pondération pour pouvoir aller chercher plus de puissance, mais aussi un algorithme qui roule un peu plus rapidement. Et à ce sens-là, et il y a tout ce que tu as fait avant avec les Hidden Markov Models qu'on pourrait aussi aller explorer en grande dimension. Il y a déjà des articles qui sont publiés dans la littérature, mais il y a d'autres développements qu'on pourrait faire. Certainement, quand il y a des facteurs aléatoires, on est dans des dimensions hiérarchiques, des données groupées. Ben, ça aussi, c'est quelque chose qui a de l'avenir dedans. Donc, il y en a un sujet par jour dans ces domaines-là. Oui, il y en a beaucoup. Les tests d'adéquation, mais on en a fait un peu. Il reste aussi les tests d'adéquation quand les variables ne sont pas tous continues. Parce que, bon, s'il y a des variables qui sont discrètes, ben, la copule, c'est plus la même chose. Et donc, tout ça, bon, c'est des développements qui nécessitent beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Certains de ces articles que j'ai publiés, bon, j'y avais commencé en 2017. Avec le temps, ben, ça arrivait à converger. L'article qu'on a soumis le temps passé, elle a commencé en 2020. Mais bon, tu travailles un jour, tu travailles pas 10, tu reviens. Donc, ça prend beaucoup, beaucoup de temps parce que c'est de l'énergie, puis du développement, c'est pas immédiat. Oui, il y en a beaucoup. Bushra, j'ai une question pour toi. Alors d'abord, merci, parce que ce soir, je me sens moins bête. J'ai appris un nouveau mot qui s'appelle copule, que je ne connaissais pas du tout avant de venir ici. Fait que merci pour ça. Moi, je vais être beaucoup plus terre à terre, puis rattachée à la santé publique. Tu nous as parlé plusieurs fois dans ta présentation de l'importance d'estimer des variables, des tendances et l'utilisation en surveillance. Ma question, c'est est-ce que le ministère de la Santé, la branche du ministère de Surveillance ou de l'INSPQ, ils ont un œil sur toi puis sur tes travaux? Est-ce que ce que tu fais peut leur servir directement? Est-ce qu'ils sont intéressés par ce genre de nouvelles méthodes pour intégrer dans des données de surveillance en santé publique? J'espère qu'ils sont en ligne. Mais oui, j'ai été contactée des fois par l'INSPQ quand ils faisaient les prédictions en utilisant les données wastewater. Là, des fois, je n'ai pas de traduction. Les eaux usées avec la COVID, puis ils voulaient savoir la dépendance entre les deux séries. Puis je leur donnais notre librairie qu'on a développée avec un petit exemple pour dire, ben ça, au moins, c'est un test robuste parce que eux, ils cherchaient c'est quoi le lag qui est important pour dire, mettons, si j'observe cette concentration dans les eaux usées, comment ça va se refléter dans mes cas? Oui, quand il y a des problèmes un peu plus au-delà d'une corrélation, des fois, oui, j'ai des sollicitations pour dire comment on peut résoudre ce genre de problème. Mais
au moins un des cas, c'était pour les eaux usées et la relation avec la COVID. On a deux questions en ligne. Alors, je m'excuse d'avance si j'écorche les formules mathématiques, mais c'est vraiment pas mon sujet. Bonjour professeur. Vous avez brièvement parlé des défis liés aux copules en grande dimension. Pourriez-vous développer sur ce point en fonction du ratio PN? PN? Voilà, oui. Puis sinon, on a une deuxième question. Je ne sais pas si ça peut être lié. Merci de cette présentation fascinante. Je suis intéressée à utiliser le nouveau test qui remplace le Ki2. On parle de combien d'observations minimalement pour utiliser les méthodes avec copule? OK, ben, je vais commencer par la première question, si je peux la reformuler parce que je ne sais pas c'est quoi PN. La première question, oui, en grande dimension, je n'ai pas parlé des défis, mais il y en a comme toutes les approches, il y a des limites aussi. Les limites en grande dimension, qu'il y aura probablement des décompositions, des estimations, il y a aussi les problèmes de calcul qu'on peut observer en grande dimension. La sélection de ces familles en grande dimension, parce que bon, on va décortiquer la dépendance qui est une grande fonction, des petites fonctions qui sont liées entre elles. Et là, chercher l'adéquation ou le meilleur modèle par chaque sous-famille, ça aussi, ça peut être euh, ça peut se faire, mais des fois, on peut avoir beaucoup de réflexions. Est-ce que n'importe quelle famille pourrait faire l'affaire? Est-ce qu'on pourrait avoir des hypothèses de simplification pour que certains ils vont avoir les mêmes familles, d'autres, on va euh, plus donner un peu plus de complexité pour certaines dépendances, mais il y a toutes ces défis-là. Il y a aussi les défis quand les données ne sont pas continues. Et là, c'est un autre type de défi. Et il y a tout un développement, l'estimation des paramètres, c'est établi dans la littérature. On a écrit un article là-dessus en 2019, mais là aussi, il faut voir s'il n'y a pas de problème d'identifiabilité et tout. Et on a une fonction dans notre librairie R qui est capable de détecter s'il y a des problèmes d'identifiabilité pour des variables qui ne sont pas continues. Donc, il y a tous ces défis-là à prendre en considération. Il y a certains qu'on a avancé dans ces défis-là, d'autres bon, ça prend aussi du développement et de la recherche là-dedans. La deuxième question, je l'ai oubliée. Alors, pour la première question, la personne a précisé, c'était le nombre d'individus versus le nombre de variables. Oh, OK. Ça, c'est toujours complexe parce que, bon, euh, j'avoue que j'ai pas un ratio magique dans ma tête, mais c'est complexe parce que, bon, plus que tu as des variables, plus qu'il te faut de données. Si tu n'es pas dans ce cadre-là, ben, tu es dans d'autres cadres qui sont aussi réglés dans la littérature pour les gens qui regardent ce genre de problèmes. Mais je suis pas une idée vraiment précise là-dessus. Et je pense que la deuxième question aussi est liée aux données. La deuxième question, c'était, on parle de combien d'observations minimalement pour utiliser les méthodes avec copule? Je ne sais pas. Pour converger, j'imagine, bon, 30, 35, ça converge. C'est une bivariée, un peu plus qu'en en avance, puisqu'on a plus de variables, plus de paramètres à estimer, etc., plus qu'on a besoin de plus de données. Mais ça ressemble un peu à un modèle de régression simple, je dirais. Mon superviseur, il me regarde. J'espère que tu es d'accord avec moi. Mais comme, je suis pas sûre. Ah. Bon, mais s'il n'y a plus d'autres questions, j'inviterai le doyen à faire son mot de la fin et ses remerciements.
Il me reste simplement à remercier Bouchra pour cette excellente présentation. Merci à vous toutes, à vous tous d'avoir fait le déplacement donc pour participer en présence et puis pour ceux qui sont en virtuel, merci d'avoir été avec nous. Donc, on vous invite à continuer à suivre notre bulletin, les échos de la santé publique, donc pour nos prochaines activités. Je pense qu'il y en aura d'autres de conférences magistrales. Oui, donc la prochaine est en février prochain, mais on a pas mal d'autres activités à l'école, donc on vous invite à nous suivre. Donc, merci et bonne soirée à tout le monde et merci encore à Bouchra.